Bienvenue dans Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante. Bonjour, c'est Elora Michaud pour l'action Pas faite pour ça. Dans ce podcast, je reçois des hommes et des femmes en situation de handicap qui ont construit leur propre trajectoire. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors Vincent, est-ce que tu peux te présenter? Alors moi je suis un ancien sportif valide. Jusqu'à l'âge de un peu plus de 18 ans, j'ai fait un équilibre entre les études et le sport en ayant un niveau assez élevé qui m'a permis de rentrer en section sport-études dans une école à Lyon. Et pendant ma scolarité, j'ai eu un accident de sport. Et suite à cet accident, je me suis retrouvé en situation de handicap. Je suis tétraplégique niveau C6, C7. C'est-à-dire que je peux bouger les bras, les épaules, le cou, mais j'ai pas la motricité ni la sensibilité sur le reste du corps. Mon sport étant le tennis de table, j'ai d'abord eu beaucoup de temps de rééducation. Et après, j'ai pu reprendre les études et reprendre le sport, donc en handisport. Et petit à petit, j'ai retrouvé un niveau national qui m'a permis d'avoir des titres au niveau du championnat de France, puis de rentrer en équipe de France. Et en équipe de France, j'ai eu une carrière assez longue, sans gros pépins physiques, donc c'était plutôt bien passé, avec des résultats au niveau international sur ce qu'on appelle le circuit de l'ITTF, circuit international de tennis de table, un peu comme on peut le voir dans le tennis, où il y a des tournois super importants comme Wimbledon, Roland-Garros ou Melbourne, et puis des tournois moins importants. Nous, on a un circuit identique. Alors, au cours de ma carrière, j'ai eu beaucoup de médailles, beaucoup de résultats à l'international. J'ai eu des titres au niveau européen et au niveau mondial. Et le truc dont je suis vraiment le plus fier, c'est que j'ai participé 5 fois aux Jeux paralympiques, donc en parallèle des Jeux olympiques. J'ai obtenu 5 médailles, dont la médaille d'or en simple aux Jeux de Pékin en 2008. Donc pour un pongiste gagné en Asie et notamment aux Jeux en Chine, c'est vraiment le Graal. Et parallèlement à ça, j'ai repris des études. Donc j'ai une formation en informatique, j'ai un diplôme d'ingénieur informaticien et j'ai préparé une thèse doctorale sur les processus d'apprentissage et de mémorisation en neurosciences cognitives. Et j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans l'industrie, dans des grands groupes industriels. Et depuis un peu plus de 10 ans, j'ai quitté le monde de la technique, le sport de haut niveau, pour me consacrer beaucoup plus à l'accompagnement en entreprise, en collectivité, et avec une passion pour transmettre et partager auprès des jeunes sur tout ce que le sport peut apporter, quel que soit le niveau, quel que soit le projet, dans l'idée que faire du sport individuellement et collectivement, ça permet d'avoir une meilleure estime de soi, une meilleure confiance. Et je m'applique beaucoup dans les quartiers prioritaires de la ville, là où je m'entraîne. C'est tout à ton honneur, Vincent. Vraiment bravo, c'est très très beau parcours. J'aimerais juste reprendre. Quel âge as-tu déjà? Alors aujourd'hui, moi je suis un vieux sportif, j'ai 56 ans. D'accord. Et donc en 2008, tu avais quel âge? Alors en 2008, j'avais un peu moins de 40 ans. Est-ce que tu peux nous parler un peu des obstacles que tu as rencontrés? Des obstacles, j'en ai rencontré plein. Le premier, c'était peut-être le plus violent, c'est quand j'ai eu mon accident. Moi, j'ai grandi à la campagne, dans une ferme et dans un petit village où tout allait super bien. J'ai été très entouré par ma famille, mes copains. Et moi, j'étais totalement ignorant du handicap. Je n'ai pas souvenir d'avoir rencontré des personnes en situation de handicap. Donc, quand ça m'est tombé dessus, j'ai eu une réaction extrêmement violente de rejet, de sentiment d'injustice, de me dire pourquoi moi, pourquoi ça me tombe dessus. Enfin, c'était pas le plan, c'est vraiment très horrible ce qui m'arrive et j'étais dans une forme de colère excessive dans un premier temps. Et après, plutôt dans une forme un peu de déprime ou de dépression où j'avais plus envie de rien, j'avais complètement lâché l'affaire. Et heureusement, mon entourage ou les copains, ma famille, le personnel médical, ils m'ont aidé à croire en fait un peu plus que moi j'y croyais à l'époque. Et ça m'a permis petit à petit de passer de l'état de me plaindre, de me lamenter sur tout ce qui marchait pas, de tout ce qui fonctionnait pas et de me dire pourquoi moi, de transformer d'une certaine façon en essayant de me focaliser sur les choses qui fonctionnaient, sur ce qui restait, sur ce que je pouvais développer et qu'est-ce que je pouvais mettre en place comme
qualité dans le peu de mouvements qui étaient possibles. Et puis aussi me dire pourquoi pas moi, quoi? Pourquoi ce serait pas possible à nouveau d'avoir un projet d'études, un projet de famille, un projet avec les copains, un projet sportif, un projet de vie, tout simplement. Donc ça, c'est au niveau individuel, c'était vraiment violent cette période-là pour pouvoir rebondir d'une certaine façon. Et puis après, j'étais confronté à la réalité du quotidien, du handicap, de la tétraplégie, parce qu'on voit souvent le fauteuil, les difficultés de déplacement, de manipulation, mais en fait, il y a beaucoup plus de problèmes qui sont en général pas visibles par les gens dans l'entourage. Tout ce qui touche aux problèmes de peau, d'escarres, d'incontinence, de difficultés pour tous les gestes du quotidien qui sont pas visibles parce qu'on essaye d'apparaître sous un jour un peu plus présentable, mais ça prend beaucoup d'énergie, c'est très frustrant, ça demande beaucoup d'organisation et c'est quand même un frein pour avoir un quotidien qui est identique aux autres personnes. Quand j'ai voulu travailler, j'étais confronté aussi au regard là on parle d'il y a quelques dizaines d'années, mais un regard qui était un peu discriminant par rapport aux personnes en situation de handicap, avec une confusion avec le handicap physique et le handicap mental ou psychique. Et j'ai eu plein de situations où les gens ne s'adressaient pas à moi en se demandant si j'étais contagieux ou si j'étais vraiment avec des capacités mentales diminuées. Donc ça a beaucoup progressé tout ça, mais ça m'a quand même bien marqué au cours des années. Oui, je comprends tout à fait ce que tu as vécu, Vincent. C'est ce que moi-même, j'avais l'impression des fois, voilà, que les gens, ça leur faisait peur. Ils avaient du mal à s'adresser à moi et du coup, Mm. ils parlaient de moi en parlant à quelqu'un d'autre, en fait. Ah oui. Ils s'adressaient pas à moi directement. Donc, je Ouais. comprends tout à fait. Vincent, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais aujourd'hui, étant tétraplégique, comment tu fais pour faire du tennis de table? C'est très intriguant. Oui, alors donc moi je me déplace en fauteuil roulant, j'ai la mobilité des bras, de la tête et des avant-bras. Par contre, j'ai pas de mobilité au niveau des doigts. Donc pour pouvoir jouer au ping-pong, on a fabriqué dans un premier temps avec une ergothérapeute une forme d'adaptation, une attelle ou une orthèse pour prendre le terme technique, qui vient enrouler mes doigts autour de la raquette avec un système de serrage qui fait que la raquette elle tient la main. Donc moi je suis droitier et avec la main gauche je gère l'équilibre sur le fauteuil. Et après, je joue au ping-pong avec mes atouts, ma technique, mon toucher de balle, mon sens un peu tactique et un peu d'aspect psychologique, parce que le ping-pong, ça reste un duel. Et après, les règles sont les mêmes. En fait, on a la même table, la même hauteur, les mêmes balles, les mêmes raquettes. Et ce qui est assez sympa, parce que de ce fait-là, moi, au début, quand j'ai recommencé l'entraînement, je me suis adressé à un club qui était un club de banlieue où il n'avait jamais vu quelqu'un en situation de handicap. Par contre, ils avaient une grosse habitude d'accueillir des jeunes en situation sociale parfois un peu cabossée, un peu compliquée. Et eux, ils m'ont dit, nous, on ne sait pas le handicap. Par contre, si toi, tu es motivé, le ping, nous, on connaît, on peut t'accompagner. Et a commencé une longue aventure sur plusieurs dizaines d'années avec un club qui m'a accueilli comme un sportif, un pongiste, quoi, gars qui voulait jouer au ping-pong avec des qualités différentes. Et le truc qui est très sympa en tennis de table, c'est comme on joue avec les mêmes règles, le même matériel, dans les mêmes gymnases, finalement, c'est un sport qui est très, très mixte. Les garçons et les filles jouent ensemble. Moi, je suis en fauteuil, je joue avec des gens qui n'ont pas de handicap. Là, j'ai pas forcément un problème. On peut jouer au ping-pong assez jeune et assez âgé. Donc, il y a une forme de mixité d'âge, de genre et de handicap qui est assez sympa. C'est un sport très inclusif, à tel point que moi, j'ai joué pendant longtemps en compétition avec des équipes de mon club à Échirol en jouant au niveau départemental ou régional sans adaptation et simplement en étant compétiteur pour essayer de gagner les matchs, quoi. En plus des compétitions e-sport où là, c'est par catégorie. Tu as trouvé une manière de compenser et vraiment bravo, hein, parce que Merci, merci. et comment ça se passe pour toi, maintenant, au quotidien? J'ai arrêté la compétition il y a quelques années, hein, c'est pas si vieux. Je crois que le dernier tournoi international que j'ai fait, c'était en 2021 en France. Depuis, moi, je pratique seulement en loisir. En fait, de temps en temps, je dépanne en équipe ou là, cet après-midi, je vais avoir une manifestation de sensibilisation autour du sport et du handisport en ratissant large pour amener des jeunes à aller vers une pratique plutôt sport santé. Donc, moi, ma pratique aujourd'hui, c'est vraiment loisir. Et puis, au niveau sportif, j'ai la chance d'habiter en montagne au sud de Grenoble, à une petite heure de route de Grenoble, à environ 1000 mètres d'altitude. Au niveau sportif, j'ai beaucoup de sorties en fauteuil tout-terrain.
C'est comme un VTT à 4 roues qui permet d'aller dans des chemins, d'accéder à certaines parties de la montagne. Et je prends beaucoup de plaisir à être dans la nature avec de la famille ou des copains. Et aussi à partager la pratique avec des gens qui seraient pas forcément propices à faire du sport et qui se disent «Ah, moi je suis handicapé, je peux rien faire». Et en réalité, il y a tellement de choses possibles que Il y a j'essaye aussi énormément. de partager autour de ça. Ouais. Vincent, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta situation aujourd'hui? Est-ce que tu vis seul? Est-ce que tu as des enfants? Alors moi, je vis en couple avec ma chérie. On n'a pas d'enfants. C'est un choix qu'on a fait. C'est pas qu'on pourrait pas en avoir, mais voilà, on n'a pas d'enfants. Et paradoxalement, on s'occupe beaucoup d'enfants. On passe beaucoup de temps avec d'autres enfants dans des associations, des clubs ou notamment dans les quartiers prioritaires de la ville là, qui sont souvent ciblés pour avoir de l'aide sur comment proposer à des jeunes de sortir de situations sociales ou financières ou économiques et familiales pour aller vers quelque chose d'un peu plus sympa que les difficultés qu'ils ont, quoi. Vincent, tu as eu donc une première vie professionnelle en tant que scientifique. Est-ce que tu peux développer un petit peu? Oui, alors après mes études, mes travaux de thèse, j'ai travaillé dans 3 grosses entreprises, du bassin rhône-alpin. D'abord, chez Bull qui est devenu Atos, Merlin-Gérin qui est devenu Schneider et surtout une quinzaine d'années chez Hewlett-Packard. Alors je suis rentré en tant qu'ingénieur informaticien et j'ai eu une carrière assez classique, hein, d'abord, en travaillant sur une équipe autour de la qualité, ensuite, d'une activité qui touche les réseaux et la sécurité dans une équipe assez internationale, donc avec petit à petit des responsabilités au niveau européen, puis au niveau mondial, en évoluant vers une sorte d'expertise en sécurité informatique. Et après, je fais beaucoup de gestion de projet, puis du management. Et j'ai eu la chance d'avoir un boulot ouais, très stimulant, très excitant, et des collègues de travail qui étaient vraiment dans ouais, le partage en termes de compétences. En fait, le handicap a été pas du tout stigmatisé au niveau professionnel quand j'étais dans cette entreprise, à tel point que quand j'ai passé les entretiens d'embauche, alors HP à l'époque, dans les années 90, c'était une entreprise où tout le monde voulait travailler à Grenoble, c'est vraiment une super boîte. En gros, il y avait 100 candidats pour une place et j'avais apprécié en entretien que les RH et mon futur manager, ils disent, ben, nous, on regarde ton CV, on va surtout pas te prendre parce que c'était le début alors je mets un mot un peu violent, des quotas des 6% des personnes en situation de handicap dans les entreprises. Et ils m'ont clairement dit que ce serait pas du tout un critère d'embauche, que si j'étais retenu, ça serait sur mes compétences et sur la richesse de mon profil, mais que à l'inverse, le handicap ne serait jamais un frein à mon épanouissement professionnel ni à ce que je pouvais apporter en tant que contributeur à l'équipe. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, hein, pour donner quelques exemples. Je travaillais à un certain moment en data center, où il y a tous les ordinateurs qui sont réunis soit pour l'informatique interne, soit externe. Eh bien, on a rendu accessible avec un plan incliné plus long pour que je puisse accéder en fauteuil. Je pouvais passer entre toutes les machines des salles serveurs. Avec finalement, au début, on a fait ça pour que moi je puisse accéder à tout. Et on a réalisé qu'en faisant gaffe à ce qu'il n'y ait aucun câble optique qui soit par terre, bah, finalement, la qualité était meilleure parce que c'était mieux rangé, mieux organisé. Donc tout le monde était bénéficiaire de l'intégration du handicap. J'ai eu un poste adapté avec le bureau qui pouvait se régler en hauteur. J'ai eu un très très bel accueil pendant ces années-là. Je me suis vraiment éclaté au niveau professionnel et sportif parce qu'en plus j'avais la chance d'avoir un équilibre en tant que sportif de haut niveau où j'avais un temps annuel réparti sur l'année, un temps partiel. Je travaillais à 60% et 40% du temps, c'était pour le tennis de table. Mais en étant bien organisé, en planifiant, bah, j'ai pu gérer mes collègues ou mes équipes en ayant un planning très connu à l'avance par rapport aux compétitions ou aux stages de ping-pong. Donc aujourd'hui, Vincent, tu interviens auprès des jeunes de quartier. Comment tu en es arrivé là? Et qu'est-ce qui fait que tu es passé d'une première vie professionnelle à ce que tu fais aujourd'hui? Alors, bah, c'est petit à petit, j'ai été sollicité pour faire des interventions dans des écoles, dans des clubs, ou dans des entreprises pour, participer à des sensibilisations autour du sport et du handicap ou du handisport, enfin toutes ces thématiques-là. Et j'ai trouvé beaucoup de plaisir à faire ça, donc ce qui fait qu'en 2010 à peu près, j'ai
quitté le monde de l'entreprise et je me suis formé pour être accompagnateur, pour faire du coaching avec une approche, on va dire, proche de la psychologie du sport ou du coaching et de la préparation mentale. Ce qui m'a amené à travailler dans un premier temps plutôt en club ou en entreprise ou en collectivité et sur de l'accompagnement, l'animation de séminaires ou du coaching individuel et collectif. Et en faisant le choix de gagner pas forcément beaucoup d'argent, mais en ayant du temps libre, ça m'a laissé le temps pour être disponible et intervenir pour le coup bénévolement auprès de clubs ou de quartiers dans l'idée de pouvoir partager un peu mon expérience, mon expertise. Puis maintenant, je suis quand même dans les vieux, donc j'ai quand même beaucoup de choses à raconter. Et l'idée de pouvoir servir à quelque chose, quoi, de pouvoir transmettre et partager et d'apporter des formes d'ateliers ou d'exemples ou d'espoir pour des jeunes qui sont parfois en difficulté. Au-delà du handicap, c'est pas un handicap physique ou psychique ou mental, c'est vraiment alors je sais pas si on peut dire, mais c'est des handicaps sociaux, c'est des difficultés liées à leur environnement. Et le sport peut être une piste pour en sortir. Et ce qu'on a constaté avec les gens avec qui je travaille, c'est que parfois le sport, ils ont du mal à s'y mettre parce que ils regardent tellement à la télé ou ils sont tellement dans le paraître qu'ils vont, je vais être un peu caricatural, mais ils vont dire ouais, mais moi je prends un ballon, je vais dribbler, je vais marquer des buts, je suis super fort. Ils vont le raconter, mais ils sont super mauvais en fait avec un ballon, donc ils commencent jamais à jouer au ballon pour pas se ridiculiser devant les camarades. Tandis que si on leur propose de faire un parcours avec les yeux bandés, avec quelqu'un qui les guide, ou de se mettre en fauteuil et de faire du basket fauteuil avec le panier à 80 cm de hauteur pour être sûr que ce soit très satisfaisant, il y a un côté ludique, il y a un côté nouveauté, il y a un côté quand même un peu défi. Et puis, tout le monde est mauvais, quoi. Au début, il n'y a pas besoin de faire le malin parce que comme ils connaissent pas le handisport, ils sont tous à égalité. Et ça permet de déclencher parfois des envies d'aller un peu plus loin et Bien de sûr. faire du sport autrement. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui comment ça se passe, surtout si tu es épanoui dans ta vie? Oui, oui, ah bah moi je suis très épanoui dans ma vie. Je travaille moins. J'ai fait un choix de moins travailler, et d'avoir plus de temps pour moi, pour mes proches et puis pour les autres. Et donc ouais, ça me comble vraiment. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de satisfaction dans ce côté partage et transmission et voir le Mmh. sourire ou la gratitude de certains jeunes et aussi de certains parents qui viennent me voir en disant ouais, voilà, j'ai pu apporter quelque chose. Donc moi, il y a un vieux coach, un vieux philosophe que j'aime bien qui s'appelle Sénèque et qui a dit une phrase que moi j'aime bien. Il a dit vivre, c'est être utile aux autres. Et cette phrase, je la trouve géniale parce qu'elle est courte et il y a tout dedans, quoi. Il y a la vie, il y a être, hein, qui on est, comment on se Mmh. construit, servir à quelque chose, hein, donner du sens à sa vie, puis être pas forcément égocentré et penser aux autres. Donc moi je me retrouve Mmh. complètement là-dedans. Ouais. C'est magnifique. Magnifique parce qu'à la fois, il y a le côté sensibilisation au handicap, Mm. montrer et donner de l'espoir. On peut malgré tout réussir à faire des choses et en même temps donner envie à des jeunes, voilà, des jeunes de quartier de s'intéresser au sport. C'est vraiment formidable, Vincent. Il y a une phrase qui me revient quand tu racontes ça, c'est que, alors j'aurais bien aimé l'inventer, mais c'est une fois un jeune qui a vraiment, il était dans des situations très très compliquées. Lui il disait, bah de toute façon, avec tout ce que nous on a pu vivre, apprendre et partager avec toi, ouais, il dit, moi il y a au moins un truc que j'ai compris, je pourrais peut-être pas forcément être un champion olympique, mais au moins je peux devenir le champion de ma vie. Et ça, j'ai trouvé tellement puissant et tellement sage d'un petit enfant. J'ai gardé la phrase. Ça doit être une fierté pour toi d'entendre ça quand même. Ah oui, complètement, ouais. Je suis super fier et puis ça me nourrit aussi, ça me fait du bien Bah oui, d'entendre des bien choses sûr. comme ça. Est-ce qu'il y a des petites choses que tu souhaiterais ajouter, Vincent? Entre les enfants que j'ai pu rencontrer ou des ados ou des adultes et puis par rapport à mon propre parcours, quelque chose qui vient à l'esprit, c'est qu'on a parfois tendance à se lamenter et à mettre l'accent sur les choses qui vont pas, sur les malheurs du monde, sur les difficultés qu'on a, les vulnérabilités, les handicaps et autres dans ce côté plutôt négatif. Alors que même diminuer, quelles que soient les difficultés, si on met l'éclairage sur l'accent sur les choses qui sont possibles, sur les choses qui sont présentes et qu'on prend du bonheur, de la joie à mettre l'accent sur ce qui est possible, sur ce qui est positif et sur ce qu'on arrive à réaliser, ben, on peut avoir une vie qui est assez épanouie, quel que soit le handicap ou pas. Si tu voulais laisser un conseil ou un message à toutes les personnes qui écouteraient ce podcast?
quelque chose qui est vraiment tout simple, c'est d'oser aller vers l'autre, oser faire du sport. Il n'y a pas de limite. On peut toujours avoir une pratique sportive, quelles que soient ses capacités. Et justement, il y a des clubs, des associations, de plus en plus des endroits où on développe ce qu'on appelle un peu de manière un peu pompeuse des environnements capacitants, c'est-à-dire la capacité d'accueillir des gens qui vont pouvoir se réaliser et se faire plaisir, s'accomplir à travers une pratique qui est non seulement sportive, mais qui est collective. Et c'est quand même quelque chose qui manque un peu parfois aujourd'hui. Donc, si on peut le développer, moi, je serais le plus heureux du monde. Bien, merci beaucoup, Vincent, pour ce magnifique témoignage, tout ce partage. Merci d'avoir écouté Vincent. C'est Elora Michaud pour l'action Pas faite pour ça. C'était Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante.